Bonjour, un nouveau numéro de votre émission Nopiden, la matinale qui vous fait vibrer et qui vous donne de la bonne ambiance, de bonnes informations et surtout qui vous entretient sur des thèmes de société. Mesdames, Messieurs, vous comprenez que nous sommes donc dans votre émission Nopiden. Bien bonjour à chacun et à tous. Ce matin, mesdames, messieurs, toutes vos rubriques seront au rendez-vous. Nous aurons donc à visiter un endroit merveilleux de notre pays. Puis après, on va accueillir notre humoriste, sans oublier que nous parlerons aujourd'hui de l'actualité, pour ne pas dire donc les trésors que nous avons reçus dans notre pays. Ce sera donc le plat de résistance. Et en fin d'émission, on va recevoir un artiste béninois, oui, comme à notre habitude, pour donc cette belle journée qui s'annonce fructueuse. On démarre tout de suite, mesdames, messieurs, avec les merveilles du Bénin. C'était la cité des Adjaouta qui nous accueillait donc ce matin à Lada, où vous pouvez donc, mesdames, messieurs, découvrir de très bons coins et surtout de quoi vous régaler quand on parle de nourriture, de la bonne cuisine. Alors, quand on parle de la bonne humeur, vous savez bien que Nopiden y met un accent particulier. Ce matin, nous n'allons pas rater le rendez-vous. Et lui, il est déjà là, notre comédien de ce matin. Mesdames, messieurs, mais avant de le découvrir, voici la virgule. Il est bel et bien présent, Bratier, bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien. Ça fait une belle lurette par ici. Oui, hein? oui. C'est votre voisin, donc vous avez attrapé le chat qui vous a mis la main dessus. Depuis qu'on m'a nommé chevalier en conseil de couple, je suis un peu rare. Ah bon? Oui, oui. Chevalier en conseil de couple? Oui, oui. C'est quel ordre ça? Non, c'est à Porte-Nouveau, là-bas on m'a nommé. Ça se voit déjà même à travers votre habillement. Donc c'est moi, je gère les problèmes de couple maintenant. Ah bon? On m'a même confié des dossiers. Moi, je vais vous en parler. Oui, dites-moi déjà. Le premier dossier, c'est un ancien dossier, mais on m'a demandé de consulter pour voir ce que je vais faire. C'est ça. En fait, c'est une femme qui a l'habitude de tromper son mari. Ah. Donc, le mari était sorti, il est allé au boulot et il était avec son amant. Donc, quand le type est venu, l'amant s'est caché sous le lit. Ah, d'accord. Donc, les deux étaient en train de discuter quand soudain, le mari a dit une blague et l'homme a éclaté de rire sous le lit. Lui, il a oublié qu'il est fugitif. Donc, depuis, on est en train de parler de ça, on n'a pas encore trouvé de solution. Ah bon? Quelle a été la suite alors? Non, je suis encore dans les démarches pour faire évoluer les choses. Donc, ils sont toujours Oui, ils sont toujours là-bas. Alors là, vous avez du pain sur la planche. Hein? Voilà, le deuxième dossier, c'est presque pareil, mais c'est un peu différent. Ah ouais? Là, c'est l'homme qui trompe la femme avec des jeunes filles. Il n'a pas l'argent, c'est la femme qui fait tout, mais c'est lui qui trompe. Hein? Voilà. Donc, c'est la même chose qui s'est produite. Donc, la dame revenait du travail et le type a caché la fille dans l'armoire. Or que la fille avait la diarrhée. Vous-même, vous savez que quand la diarrhée veut ennuyer les gens, c'est compliqué. Donc elle avait tellement envie de péter et elle était concentrée, elle se retenait et elle a décidé de se laisser. Bon. Donc quand elle a pété comme ça, moi je m'attendais à ce qu'il y ait de la bagarre dans la maison, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux se sont retrouvés au CNHU pour manque d'oxygène. Alors là, donc, ce matin, je crois que nous, on est là pour distiller de la bonne ambiance. Et je crois qu'il faut faire attention désormais en ouvrant les armoires. Voilà, exactement. Mais ce n'est pas une bonne idée de toutes les façons, déjà de tromper son conjoint ou sa conjointe. Donc, vous avez des dossiers à gérer. Hein? Oui. J'espère que vous allez vous en sortir. Oui, il y a encore un troisième dossier là que vraiment c'est compliqué. Ah bon? Le type, en fait, il a bu, il a sauvagement bu, il était totalement ivre. Et il est rentré à la maison, il a appelé son papa et sa maman, ceux qui l'ont mis au monde. Et il leur expliquait comment ses parents sont morts dans un accident de voiture. Lui, c'est un enfant relié.
Voilà. C'est pas possible. Et quand il buvait, il se condamnait pas. Je parie que c'est pas lui qui a acheté les boissons. Généralement, c'est ceux qui n'achètent pas les bouteilles qui boivent plus que les autres. Allez, Vrati, merci beaucoup. De toutes les façons, nous, on va pas. Nos téléspectateurs et téléspectateurs sont encore bien vivants, ils sont avec nous. Donc, mesdames, messieurs, on va retrouver Vrati en fin d'émission, d'accord? Allez, mesdames, messieurs, nous allons continuer votre émission avec le clip du jour. Et vous savez, aujourd'hui, nous recevons un artiste et c'est justement avec lui que nous allons ouvrir le ballet de la bonne ambiance musicale. Eh oui, c'était là le rugby. Bon, j'ai pas envie de dire rugby national puisque c'est toute une autre personne. Notre rugby Gopal Das, il sera donc dans quelques minutes. En tout cas, avant la fin de cette émission, notre invité artistique. Mais avant, vous avez savouré cette belle mélodie qui le révélait tout simplement au public béninois. Un slammer particulier qui mélange un peu nos rythmes d'ici et qui slame justement dans l'une de nos langues nationales, pour ne pas dire locales. Mesdames, Messieurs, on va retrouver Gopal comme je l'ai dit, mais avant, vous le savez bel et bien déjà, nous avons eu l'honneur, le Bénin je vais dire, d'avoir le retour des trésors royaux et ce matin nous allons en parler. C'est vrai, c'est un sentiment de fierté qui nous anime, nous tous nous sommes fiers parce que c'est une partie de notre histoire culturelle, c'est une partie même je dirais de notre histoire politique qui revient au bercail après plus de 100 années d'exil. Oui, c'est bel et bien d'exil, puisqu'il faut le dire. On va en parler avec nos invités, mais avant, voici la virgule qui l'annonce. Objet de fierté, je dirais presque national, le retour des trésors royaux du royaume de Dahomey, plus précisément, a été un événement pour la République du Bénin ces jours derniers. Et nous continuons donc d'en parler. Mais la question que nous nous posons ce matin, mesdames, messieurs, au-delà de la fierté, qu'est-ce que ces trésors royaux vont pouvoir apporter donc aux Béninois que nous sommes, au peuple béninois qui est tellement fier à travers son président d'avoir donc eu, je dirais, la chance de retrouver une partie, c'est bel et bien une partie parce qu'on parle de plus de 5000 pièces emportées. Mais avant, mesdames, messieurs, on va à travers cet élément de Rodrigue Babagüeto, faire un petit survol sur ces éléments. Longtemps considéré comme le trône du roi Béanzin, ce trône est en réalité celui du roi Guézo. Un trône aux formes extrêmement rares dans l'art africain. Ses dimensions sont exceptionnelles. Il fait près de 2 mètres de haut. Son décor géométrique sur l'avant et l'arrière est proche des symboles royaux de l'Europe du XVIIIe siècle. Sa silhouette et son siège arrondi au-dessus se rapprochent des trônes du royaume Ashanti, devenu Ghana aujourd'hui. Sur les côtés, une sculpture qui montre un palmier incrusté dans 2 ornements de forme S. Des motifs pas sans importance car le palmier était la principale culture développée par le roi Guézo et un élément important dans le commerce avec les autres continents. Lorsqu'il est sculpté sur un trône, le palmier représentait également un symbole d'éternité. Par sa grande qualité sculpturale et sa dimension hors du commun, le trône s'exposait à l'époque pour des occasions tout aussi inhabituelles, comme la cérémonie de l'Ato, une réjouissance qui se déroulait une fois par an en l'honneur des ancêtres royaux. Au cours de cette cérémonie, des cauris, des tissus, des animaux, de la nourriture ou bien encore des armes, de la poudre et des esclaves étaient distribués à l'ensemble des sujets du roi. Le roi Guézo rend l'âme en 1858 et cède le trône à son fils Badoron, appelé Dada Glélé Kinikini. Le roi Glélé va régner sur le royaume d'Abomey durant 31 ans sur un trône tout aussi particulier que celui de son père. Ce siège rectangulaire en bois, avec la partie supérieure arrondie à des dimensions exceptionnelles. Il a une hauteur de 188 cm, fait 94 cm de largeur pour 114 cm de profondeur. Sur chaque côté se trouve un lion, l'emblème du roi Glélé, sculpté et peint en bleu et en jaune.
La particularité de ce trône réside dans ses influences ashanti et afro-brésiliennes, ainsi que le large trou rectangulaire avec place pour un coussin au milieu du siège. Des bras et des pieds d'homme pour une tête et un buste de poisson. Ainsi se présente le Bochir de Gbereazi Boaidjele Akhosu Bowele, le roi requin. Béhanzin se comparait en effet au requin pour signifier son intention de faire la guerre aux Français dont la flotte traversait chaque jour la barre en rade de Cotonou. Né en 1845 et mort en 1906, Béhanzin est le fils du roi Dada Glele Kinikini. Héros pour les siens et cauchemar pour les colons français, il est d'abord connu sous le nom d'Ahokbonu, puis de Prince Kondo à partir de 1875. Durant son règne, le royaume de Dahomey est défait pour constituer la colonie du Dahomey avec le rattachement de Porto Novo du roi Tofa, son cousin et son ennemi. D'après certains historiens, ce Bochio était conservé dans une habitation appelée à Danjeho, traduit en français par case de courage ou case de colère. Placée aux côtés du Bochio du roi Glele, la statue de Béhanzin sortait sur des chariots à 4 roues pendant les coutumes annuelles en l'honneur des ancêtres royaux. L'histoire raconte que cette statuette était présente lors de tous les combats, dotée de pouvoirs surnaturels, en mesure de neutraliser l'adversaire. Tout comme les Bochio de ses prédécesseurs, le Bochio de Béhanzin aussi bouge, parle et peut représenter le roi vivant ou mort en 2 lieux au moins. Le Bochio de Kondo le requin était sans nul doute l'une des pièces phares du musée du Quai Branly et le plus important des trésors royaux qui reviennent au bercail après près de 130 années passées dans l'Hexagone. Alors, Monsieur Constant Agbedinokon, je ne vous présente plus. Vous êtes un aîné, un journaliste émérite de cette même maison ORTB. Nous nous évertuons à mettre nos petits pas dans vos grands pas, justement. Merci de nous faire l'honneur d'être présent sur ce plateau. Merci beaucoup. Quels sont les sentiments qui vous animent ce matin quand vous suivez ce petit résumé de ces œuvres? Ah, mais des sentiments de satisfaction et de grande joie. Et il faut dire que ces sentiments m'animaient maintenant depuis des années. Depuis surtout le 27 juillet 2016, quand le président Talon est allé à l'Élysée, dit au président François Hollande qu'il a l'intention de demander le retour des trésors royaux pour son pays. Tout à fait. Je n'y ai pas cru. Vous savez, je me disais, est-ce que les Français vont accepter retourner ces trésors qui leur donnent beaucoup de moyens? Vous savez, pour aller au Quai Branly, on paye 10 €. 2 fois je suis allé, il faut payer 10 €. Ça fait au moins 6 750 francs CFA. Alors, et maintenant, le président Talon demande qu'on lui retourne ces biens culturels. Je n'y ai pas trop pensé, j'étais pessimiste, mais avec le temps, l'endurance, la détermination, l'engagement du président. Vous n'étiez même pas le seul à être pessimiste. Le président, dans son message à la réception, avait avoué au peuple que lui ne pensait pas que ça allait être aussi rapide. De cette manière. Parce que avec le temps, le président Hollande, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Culture, tous ont dit non. Ouais. Que ça fait partie du patrimoine mondial. Et que ça n'appartient plus aux Français ni aux Béninois. Mais avec le temps, le président Macron a compris. Il faut le saluer. Absolument. Franchement, il a bien joué le rôle. En mettant d'abord sur pied un petit comité avec Felwine Sarr, qui est un Sénégalais, un chercheur sénégalais, et puis Bénédicte Savoie. Et les deux ont compris que ces objets ne peuvent plus rester longtemps en France, dans un musée. Ils ont une âme, ils ont un esprit, et qui doivent retourner à leur origine, donc au Bénin. Ah non, je suis très content. Mon allégresse va continuer jusqu'en 2025, au moins. Quand on va construire le musée des épopées royales des Amazones à Agbomen. Parce que ces objets méritent de retourner à Agbomen, à leur lieu
d'origine. D'accord, oui. on vous comprend. Alors, mon second invité sur ce plateau, mesdames, messieurs, c'est Monsieur Guy Alapini. Monsieur Alapini, vous êtes économiste et c'est exprès que nous vous avons invité sur ce plateau. C'est vrai, tout Béninois est fier du retour de ces trésors royaux. Mais la question que l'on se pose à présent, ça va nous apporter quoi? Non. Merci d'abord de m'avoir fait l'honneur de m'inviter sur ce plateau. C'est nous qui sommes honorés. Et d'entrée, je voulais dire au doyen Abidinoukou, doyen parce que j'étais très jeune quand je l'écoutais sur les ondes aussi, j'écoutais sa voix. C'est des gens qui ont fait la fierté de la radio nationale. Absolument. Merci. Voilà. Merci. Alors, quand je l'ai suivi un peu tout à l'heure, quand il chutait, au moment où il chutait, je voyais le pourquoi. J'imaginais le pourquoi les objets royaux devaient forcément retourner à Abomey. Mais je crois que le président de la République et son gouvernement ont vu juste d'avoir pris déjà un décret pour signifier à la nation qu'il ne s'agit plus d'objets de culte oui. Ou d'Abomeyens, et que c'est pour le Bénin, c'est pour toute la nation. Oui. Et donc, je comprends les Abomeyens, je comprends le doyen Abidinoukou. Qu'on le veuille ou non, ce sang, ils vont le développer pendant longtemps. Absolument. Cette philosophie, ça va rester pendant longtemps, mais il reviendra aux Béninois d'abord d'essayer de leur pardonner, de leur concéder cela, jusqu'à ce que cela devienne une habitude et qu'on sache que c'est pour le Bénin. Mais ce que ça va apporter, c'est que déjà, il faut reconnaître que c'est des objets culturels. Et quand ça rentre dans la culture, c'est que ça fait partie du tourisme. Et quand ça rentre, quand on parle du tourisme, le tourisme est un facteur multiplicateur de l'économie, du PIB. Et donc, quand ça agit sur le PIB, ça agit sur le développement. Et donc, nécessairement, ça passe par le développement de l'économie, l'accroissement de l'économie. Donc, c'est des objets dont les retours vont engendrer une croissance économique de notre pays, sur certaines. D'accord, mais cette croissance économique issue donc de la visite touristique de ces objets, à elle seule pourrait-elle faire l'affaire, ne serait-ce que, enfin, je pense plutôt aux touristes étrangers qui vont venir, mais est-ce qu'il ne faudrait pas une politique qui suscite l'engouement des Béninois eux-mêmes à aller découvrir ces objets et bien d'autres sites touristiques du pays? Oui, je laisse d'abord. Déjà, on a toujours dit que le Béninois n'est pas curieux, il ne veut pas connaître ce qu'il a de bien dans son pays et donc en lui-même. Le Béninois ne fait pas cet effort. Très peu de Béninois utilisent leurs congés, leurs vacances pour aller se découvrir, pour aller visiter les plus beaux endroits de leur pays. Très peu de Béninois. Et donc, cette lutte était en cours. Quand ceci, et c'est-à-dire le retour de ces objets royaux, vient créer un autre point d'attraction. Une autre façon de percevoir la chose et de réfléchir pour voir comment est-ce qu'il faut travailler la conscience béninoise. Parce que il faut déjà commencer au niveau de l'éducation, du système éducatif, inculquer aux jeunes âmes la nécessité de pouvoir développer la culture de son pays et que ce développement passe par ce que chacun y met. Et pour y mettre quelque chose, c'est qu'il faut aller connaître. Et pour connaître, il faut quand même participer par des financements. Le financement ne doit pas venir d'ailleurs. C'est ce que vous et moi y mettons. Donc, en termes d'effet sur la population, sur le pays, c'est que déjà les Béninois devront comprendre que personne d'autre ne viendra propulser l'économie de leur pays si ce n'est eux-mêmes. Le franc que je dépose à visiter, à voir, à apprendre, parce que c'est d'abord apprendre de l'histoire. Parce que ce qu'on nous dit en classe, c'est très peu par rapport à ce qu'on vous entendez. Vous entendrez lorsque vous serez par exemple à Ouida, lorsque vous serez à la présidence, on vous dira une partie. À Ouida, on vous dira une partie. Et je suis sûr que quand ce serait dans le musée qui serait construit, ça va être encore une autre dimension. Une autre histoire, ce serait le complet. C'est ça. Voilà. D'accord. Merci, M. Alapini. M. Abidinoukou, je reviens vers vous. C'est vrai, le sentiment de fierté, il est là, il est palpable. On invite les Béninois à aller s'approprier leur propre trésor, mais
au-delà de cette fierté-là, à votre avis, par quel mécanisme le Béninois, dans son être entier, pourrait donc avoir une relation de curiosité avec ces objets? Il faut noter avec plaisir ce que M. Alakpini a dit. Nous n'avons pas l'habitude. Ça veut dire que nous devons renaître. C'est une vraie politique. Il faut impulser à cela. Au niveau du ministère de la Culture, du ministère de l'Intérieur, du ministère du Commerce, du ministère des Affaires étrangères. Nous devons informer les gens, communiquer avec les gens. Pour dire c'est bien, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre mémoire. C'est pour notre mémoire collective. Nous devons apprendre à nous connaître davantage, à connaître les lieux de mémoire, les sites touristiques. Le tourisme, c'est quelque chose de merveilleux. Et ensuite, le tourisme culturel, dont le chef de l'État a pris soin en parlant de ça. Quand j'ai appris tout l'effort qui est en train d'être fait à Ouida, avec le projet Marina, la maison du Vaudou à Porto-Novo, on est en train de réhabiliter Ganvier, Avlekété. Tous ces sites, il faut qu'on les connaisse, qu'on aille les voir. Comme M. Alakpini a dit, prenons l'habitude de visiter et de connaître notre pays, de connaître notre histoire. Et comme il a dit, c'est important. Dans nos programmes d'éducation, il faut que ça commence à la base, nos enfants. Alors nous allons faire un effort, nos générations, de connaître. Mais nos enfants et leurs enfants, il faut les amener à accepter cela. Parce que, à quoi bon d'exposer ces beaux trésors dans les musées si on ne les visite pas? Chaque jour, on m'a dit, il y a au moins 200, 300 personnes qui visitent le Quai Branly. Oui. Chaque jour. Ça fait quand même une manne financière à capter, tout le moins. Et comme vous le dites, ça fait depuis 129 ans. Oui. C'était d'abord le musée de l'homme. Et après, maintenant, Jacques Chirac a construit ce musée magnifique et on l'a dénommé Musée des Arts Premiers. Nous devons faire l'effort dès maintenant. Il doit y avoir une politique rigoureuse de communication, d'information, d'éducation, à tous les niveaux. Nous sommes tous concernés. Ce n'est plus une affaire seulement des petits, mais nous-mêmes, durant les vacances, les ordres d'enseignement, les enseignants, les chercheurs, les autres travailleurs qui prennent leurs congés et qui prennent leurs vacances, il faut aller découvrir ces sites-là pour faire honneur à notre pays. Monsieur Abedinoukoun, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. En introduction, vous avez dit que ces objets ont une âme. Ah oui. Alors, quelle est la dimension, je dirais, la portée spirituelle de ces œuvres? J'ai échangé avec un parent à moi, Dada Kefa Sagbajoulele, qui est l'actuel roi d'Abomey. Oui. J'ai dit, Majesté, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'esprit dont vous nous avez parlé au départ de ces objets, que cet esprit reste et revienne davantage? Il dit, cet esprit n'a jamais disparu. Oh là là. Les Français, ils savent qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus que les garder, ces objets-là. Ils doivent nous les retourner. Parce que cet esprit-là, à un moment donné, va les quitter eux, et ne voudra plus les voir. Et je vous avoue, c'est sincère, j'ai fait l'expérience seulement hier. Depuis, je ne participe plus aux manifestations des écureurs. Je dis, ils nous ont déçus à travers le match en Sierra Leone. Mais tout le monde hier, ils vous ont quand même fait plaisir. C'est mon fils qui m'a dit qu'il va au stade. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va foutre? Reste à la maison. Il dit, non, je vais. Il y a les écureurs qui rencontrent Madagascar. Et c'est l'avant-dernier match, si nous voulons aller au Qatar. Je dis, oui, c'est vrai. Bon, tu vas? Bon, on y va. Et j'ai dit, en partant, j'ai fait ma petite prière dont j'ai l'habitude. Et que par rapport à ce que Sa Majesté m'a dit, c'est vrai, l'esprit habite toujours ces objets. Et quand je suis allé au stade avant de monter sur les pelouses, j'ai dit, nous devons gagner. Si vous existez l'esprit à travers ces objets, aujourd'hui, les écureuils doivent gagner. Alors là, je ne suis pas venu pour m'amuser. Oui. Mais 2-0, c'est magnifique. N'est-ce pas? Et j'ai renoué. La croyance étant individuelle, vous pensez que c'est cette prière à ces esprits ça m'a donné la joie de penser, d'avoir la foi et de dire nous devons gagner. Et chaque jour, il faut maintenant qu'on croit. Il ne faut plus vivre avec l'échec, avec le désespoir. Nous devons dire le Bénin a renoué avec l'espoir. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour nous. D'accord. Et il faut y croire fortement. Merci, M. Abedinoukoun. M. Alakpini, c'est bien beau d'inviter les Béninois à
à s'approprier leur culture, les objets royaux, les sites touristiques et tout. Mais à votre avis, en tant qu'économiste gestionnaire, si on vous demande par exemple de faire des propositions qui permettront aux Béninois d'avoir les moyens d'y aller, qu'est-ce que vous diriez? Ah, oui, c'est vrai. Je n'y avais pas réfléchi, mais je puis dire que j'ai l'habitude de dire que les moyens existent toujours quand on veut. Quand on veut de quelque chose, on retrouve les moyens pour les avoir. Pas pour les avoir. Et donc, du coup, s'il faut fixer, s'il faut mener une politique pour accompagner les Béninois à s'y rendre, l'État peut, à n'importe quel prix, s'organiser d'une manière ou d'une autre. Je dis, lorsque je prends par exemple une école, les enseignants d'une école, ils fonctionnent, ils travaillent 9 mois sur 12. Sur 12, absolument. On sait qu'après 9 mois, on doit aller en vacances. Pourquoi ne pas s'organiser et se dire que déjà nous, en juillet, nous devons faire 10 jours de tourisme entre enseignants. Saisir le ministère de la Culture, qui certainement aura une direction d'accompagnement des Béninois au développement des sites touristiques. Donc, du coup, on saisit le ministère pourrait dire, OK, puisque vous êtes un certain nombre, définissez-nous votre circuit touristique, et donc, ils vont peut-être saisir les responsables pour leur dire, bon, à ce groupe, faites ce prix. On peut faire un prix, rien que pour des groupes, des catégories données. Et donc, il s'agirait alors que l'État central mette en place une politique qui puisse permettre aux Béninois de s'intéresser davantage à la culture. D'accord. 1 franc plus 1 franc font 2. 2 francs. Alors que si on dit 2 francs, les gens vont dire je n'ai pas encore 2 francs, je ne saurais y aller. J'attends d'avoir 2 francs. Or, à 0 francs, 50 francs. Belle proposition. Nous sommes dans cette émission avec un troisième invité, justement, qui est au téléphone. Il s'agit de Rounogan Ahidahin. Alors, Rounogan, vous êtes dignitaire de la tradition, gardien de la tradition, comme nous le disons ici. Vous suivez le débat avec nous depuis le début. Vous, en tant que gardien de la tradition, que vous inspire le retour des trésors royaux en République du Bénin? Oui, je remercie le plateau, je remercie les auditeurs, et je remercie vos invités, surtout mon frère, je ne remercie pas, sans oublier, et Monsieur Alapini. Voilà, et le retour de ces trésors, c'est comme ça qu'on les appelle, mais pour moi, c'est au-delà de cette expression de trésors royaux. Parce que, rappelons-nous, c'est après une guerre, après des guerres, que l'ennemi nous a vaincus et a pillé les trésors. Or, ces trésors-là, surtout, vous voyez, on a parlé de trône royaux, le siège sur lequel le roi s'appuyait pour commander. Ce n'est pas un objet ordinaire. Et sa consécration est minutieuse, prend des jours. C'est un concentré d'énergie. Donc, on ne peut pas prendre ça comme un objet ordinaire. Les boutiers dont on a parlé, vous voyez, ce sont des divinités. Alors, l'ennemi a eu accès à ces concentrés d'énergie, les a profanés. C'est de la profanation. On a profané nos divinités, on a profané nos concentrés d'énergie, on a profané notre culture. Alors, après près de 130 ans maintenant, nos divinités nous sont revenues, en fait, une infime partie, bien sûr. Moi, je trouve qu'on ne peut pas les réinstaller simplement comme ça, sans procéder à une purification et à une sacralisation nouvelle de ces objets-là. Parce que les mains qui ne sont pas autorisées à les toucher, les paroles qui ne doivent pas être prononcées à leur endroit, les comportements qu'on ne doit pas adopter, on a fait tout ça pendant des décennies. Et il nous revenait, nous,
et il y a des spécialistes dans le domaine qui sont dans le pays. Eh bien, quelle que soit la forme qu'on donne la chose aujourd'hui, on dit c'est la République. Ces objets appartiennent à la République. Bien sûr, nous sommes dans un État laïque, c'est vrai, mais pour que nos trésors, pour que ces concentrés d'énergie retrouvent leur place et commencent par rayonner comme ils l'ont toujours fait, pour nous ici, au Bénin, au Dahomey, et il faut nécessairement que des cérémonies soient faites. Ça ne peut attendre. Oui, on ne va pas se précipiter maintenant. Oui. Oui. Aïnarin. Oui. Le contraire de ce concept venant de vous nous aurait étonné, on vous aura compris. Mais vous le savez très bien, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le système de royauté, mais nous sommes dans une république. Et le chef de l'État a bien fait de le marteler, de le repréciser. On vous comprend, mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas mettre beaucoup plus en avant la valeur mémorielle et la dimension culturelle pour les Béninois que la dimension spirituelle et religieuse que vous semblez lui donner? Je suis d'accord avec vous. En fait, c'est dans le souci de préserver une certaine unité nationale et de faire en sorte que tous les Béninois se sentent concernés, qu'on est en train qu'on fait l'effort de dire ce qu'on doit dire. Non, disons les choses telles qu'elles sont. Ça ne crée aucune division. Il n'y a pas de division possible ainsi créée. C'est ce que nous avons fait. Et nous n'avons pas la culture de l'estime de nous-mêmes. Et vous voyez par exemple la beauté et la perfection que l'on retrouve au niveau de ces concentrés d'énergie. Vous allez constater que à cette époque-là, le noir était déjà très évolué. Or, on nous a toujours appris et que nos rois étaient des gens qui vendaient les esclaves pour des pacotilles. Comment des gens qui sont aussi évolués, comment des gens qui sont à ce niveau de développement peuvent-ils vendre leur pour des pacotilles? Je n'y crois plus, je ne crois pas à ça. Ça veut dire qu'il faut reprendre l'éducation. Et pour reprendre ça, il n'est pas question de dire au nom de la République, on ne doit pas faire ce qu'on doit faire. On doit faire. Et puis, les collègues, les amis qui sont plutôt sur le plateau ont mis l'accent sur l'éducation. Oui. Nous ne faisons pas la bonne éducation à nos enfants. On ne leur explique pas que le Béninois a une force terrible, qu'il a une puissance inouïe, qu'il est capable de beaucoup de choses. Pour le développement personnel et spirituel d'un individu, commençons par lui faire prendre conscience qu'il a une puissance lui-même. Et c'est pour ça que nous allons profiter de l'arrivée de cette concentrée d'énergie pour pouvoir relancer encore la confiance en soi, pour relancer la force que chacun doit développer pour le développement de ce pays. C'est ce que je pense. Donc on ne peut pas s'arrêter simplement à dire que c'est la République qui ne veut rien faire. On doit faire quelque chose. D'accord. Runoga Aïnarin, je suis d'accord avec vous. Vous continuez de garder la ligne, vous restez avec nous. Vous avez, M. Alapini, une réaction par rapport à ce que dit Runoga Aïnarin? Oui, bonjour, M. Runoga. Je suis heureux que ce soit un dignitaire de votre rang qui intervienne au moment où nous sommes en train de parler de l'après, le retour de l'après-fierté. Tout à fait. Au-delà de la fierté. Alors, ce que je voudrais tout de suite vous faire observer, ou demander d'abord, s'il advenait que on faisait les cérémonies ou que l'on mettait l'accent sur le spirituel, comme vous semblez le demander. Ou non. En fait, quelle serait la finalité? Parce que les trônes retourneraient à Bomé, on fera le spirituel, mais on fait le spirituel, il faudrait bien que quelqu'un aille s'asseoir là-dessus. Et dès lors que quelqu'un va s'asseoir, ce ne serait plus le national. Ah non. Et du coup, c'est que... Non. Ah, d'accord. Alors, expliquez-nous alors la sacralisation, sinon la resacralisation que vous préconisez. Voilà, je peux y aller? Oui, allez-y. Voilà, donc, voyez-vous, au moment, par exemple, où le roi Lélé était en place, exerçant son pouvoir, le trône de son papa était un trône qui est vénéré. Donc, ce n'est pas que quelqu'un va s'asseoir nécessairement sur le trône de Guézo, ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous ne voulons pas prendre des gens pour aller s'asseoir sur un trône, non. La charge énergétique dégagée par ces objets-là, par cette concentrée-là, font du bien à toute la nation béninoise. Et c'est de ça qu'il est question.
cette profanation dont ils ont été victimes, il faut qu'on les purifie. Il faut qu'on redonne cette concentration d'énergie pour le bien, pour leur rayonnement. Parce que là sont des... Onoga, il a rien. Oui. C'est pas que je vous arrête, mais en disant ça, la foi, la question religieuse est intuitive, personnelle. On ne peut pas dire que la resacralisation de ces objets va faire du bien à tout le pays, étant donné que tout le pays ne croit pas justement à cette religion. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, là, c'est clair. C'est le bien de chacun de nous que nous cherchons. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là. En fait, chacun dans son domaine agit pour le bien de la nation. Et notre rôle à nous est de faire en sorte que les Béninois se portent mieux. Parlant justement des Béninois, Onogan, vous gardez la ligne, chers invités. On reste sur ce plateau. On va avec la complicité de Fulgencia Rontonji qui est allé à la rencontre de quelques compatriotes qui s'expriment sur le sujet. On va écouter leur point de vue. Les 26 trésors royaux qui sont venus dans notre pays pourront permettre aux autres, c'est-à-dire aux étrangers qui sont un peu partout, de venir visiter notre pays. D'abord, nous-mêmes qui sommes du pays, qui n'avons pas vu, qui n'avons jamais vu de nos propres yeux ces joyaux, d'accord? Ces joyaux qui vont être placés dans des musées donnés, on va visiter, n'est-ce pas, ces musées, mais toujours c'est moyennant quelque chose, on va toujours apporter quelque chose. Et ça va apporter, n'est-ce pas, un impact un mieux-être économique pour le pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le tourisme est un secteur qui participe bien évidemment au développement, justement parce que les gens vont quitter chez eux pour venir contempler ou pour venir voir nos œuvres. On ne peut pas aller à la visite et ne pas prendre un hôtel. On ne peut pas aller à la visite et ne pas se restaurer. Les étudiants, les apprenants et tous ceux qui sont dans ces secteurs-là trouveront à faire. Ça aura un accélérateur quand même sur le niveau de la croissance économique parce que le chômage va baisser. C'est une partie du Bénin qui est revenue au pays. Ces œuvres ont passé des années à l'exil, ils sont de retour, il faudrait qu'on les active d'une autre manière. C'est des incantations, c'est des sacrifices qu'on faisait à ces œuvres-là. Maintenant, c'est tombé dans la main des Blancs, forcément, et là au Boussuna, comme on le dit. Donc quand je dis réactiver, c'est-à-dire voir les têtes couronnées pour pouvoir quand même redonner vie à ces esprits pour qu'il y ait plus la paix au Bénin et que vraiment les choses changent. Ces trésors constituent un champ d'énergie assez dense, assez élevé. Et c'est de la même manière que les entités, les énergies qui sont derrière, n'est-ce pas, ces trésors, ces énergies, n'est-ce pas, vont envahir, vont venir naturellement dans le pays. Et ça va naturellement mobiliser, nous qui sommes les fils, n'est-ce pas, donc de ce pays, ça va nous mobiliser et ça va nous donner un élan vers le développement, vers la spiritualité, vers l'épanouissement matériel, spirituel à tous les niveaux. Il y a les chrétiens qui ne vont pas parler, qui ne sont pas d'accord avec vous, mais il y a les initiés de la cour, c'est-à-dire les rois, les initiés en général, qui sont d'accord, c'est leur protection à eux. Mais le chrétien vous dira non, que ça ne nous protège pas, les ancêtres c'est à part, c'est autre chose à part. Parce que nous sommes encore dans le mois de la Toussaint. La Toussaint, ça ne va pas dans le même contexte que ça. Quand vous calculez le poids du tétragramme, ça donne 26. Mais ce 26, c'est le nom de Dieu. Donc on est en train de recevoir la visite de notre Dieu. Pourquoi 26? C'est mystique. 26 là est lié au nom que nous appelons le nom Jéhovah, que la Kabbale appelle le tétragramme, le Yod Ré Vav Ré. On va considérer ces œuvres d'art comme étant juste des objets et puis bon, qu'on peut peut-être banaliser comme nous le faisons tous d'habitude au Bénin. Derrière ces œuvres d'art se cache un message. Et ce message, c'est celui qui était dans la quintessence de son être et qui a mis en place et qui a sorti, c'est-à-dire qui a créé ces symboles. Et ces symboles véhiculent un message. À Saint, par exemple, c'est ce qui est directement lié aux morts. Mais quand quelqu'un voit ça comme œuvre d'art civile, il va se dire, mais il n'y a rien là. Mais celui qui est initié, c'est que derrière ça là, se trouve autre réalité mystique. Ces trésors-là, ce sont des choses sacrées. Parce qu'on dit sacré parce que ça s'est passé au temps de la colonisation des Dada, des rois et autres là. Donc ce n'est pas des choses qu'on peut laisser à la liberté de n'importe qui. C'est un individu qui l'a fait. Ce n'est pas tombé du ciel. Donc si un jour on pouvait reconnaître
ces personnes qui se donnent à ces activités, je pense qu'on pouvait reproduire facilement ces œuvres, au lieu peut-être d'injecter des milliards pour aller les rapatrier. Vous allez constater que ces objets qu'ils ont amenés, il y en a qui sont en bois, mais ces bois ont des noms. Il y en a que vous allez voir qu'ils ont fait en bois d'Iroko. Il y en a qui sont en bois de Gédéoussou, il y en a qui sont en bois de Passa. Donc ces arbres-là ont des noms. Donc quand on dit qu'il parle d'Iroko, on parle de choses sacrées. Et qu'il parle de Gédéoussou, parle de choses sacrées. Donc ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel objet qu'ils ont amené. Et donc il n'y aura pas d'imitation quelconque auquel on peut s'attendre demain. Une fois ces œuvres revenues au pays, il fallait donc se concentrer pour avoir une très belle manière pour les conserver, pour que d'ici 300 ans, 400 ans, ainsi de suite, que nos enfants, que nos arrière-enfants puissent encore venir voir ces œuvres de façon intacte, telles que nous les avons reçues aujourd'hui. Le 10 novembre, c'est un jour vraiment spécialisé. Il faudrait quand même qu'on puisse quand même s'organiser un truc autour pour que ça se fête chaque année. Et oui, c'était là l'impression de quelques Béninois. Monsieur Alapini, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, cela montre que les Béninois sont très intéressés, ils ont suivi de très près ce processus qui a conduit au retour de ces objets royaux. Oui. Alors, cela montre l'intérêt que les Béninois portent aux choses sacrées de la tradition. Et donc, il va falloir que des dispositions soient prises pour que chacun puisse se sentir concerné dans la gestion de ces biens qui désormais sont des biens du patrimoine national. Monsieur Abidinokoum, votre réaction aux analyses des Béninois? Je les remercie. Et comme l'a dit M. Alapini, ça veut dire que cela ne laisse personne indifférent. Nous sommes tous concernés. Et moi, je me rappelle, en février 1993, le Saint-Pape Jean-Paul II était de retour dans notre pays. C'était la seconde fois qu'il visite notre pays. Il était déjà là en septembre 1982. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit au stade général Mathieu Kédéco? J'étais étonné quand il le disait le jour-là. Il dit, mes chers compatriotes, fidèles, amis de l'Église catholique, ne laissez jamais tomber vos traditions. C'est lui qui l'a dit. Ça veut dire quoi? Non, Rounogan, Aïnarin disait cela. Oui, ça a une âme, ces objets-là. Ça a un esprit. Et c'est pas une affaire de je suis catholique, chrétien, protestant, musulman, sérafou, c'est pas ça. Ça nous concerne tous de nous réapproprier notre culture. C'est notre manière de vivre ça. Donc on n'a pas à avoir peur. On doit laisser à ceux qui savent le faire ce qu'ils doivent le faire. Et Sa Majesté de Takefal a dit, oui, nous devons consacrer du temps à cela pour que l'esprit là nous gagne pour le bonheur de tout le monde. Au-delà de l'esprit dont vous parlez, M. Abidinokoum, il se pose le problème. Les Béninois ou certains Béninois semblent inquiets de comment désormais, une fois au Bénin, ces objets seront conservés pour faire autant de temps, sinon plus de temps sur le territoire. Ils ont raison de s'inquiéter, de se poser des questions, parce que nous n'avons pas l'habitude de garder les choses, de protéger les choses. Mais maintenant, il faut qu'on apprenne. Les conservateurs de ces musées, ils ne peuvent plus faire comme ils ont l'habitude de faire. Les musées, nos musées ne peuvent plus devenir ou ne peuvent plus être des lieux de pas perdus. C'est de grands lieux de mémoire, de conservation de nos patrimoines. Donc, il faut changer de méthode. Il faut bien les conserver. Au Quai Branly, il y a 2 vitres. Premièrement, il y a une vitrée et une grande vitre qui englobe. Oui. Vous ne pouvez pas y toucher. On n'y touche pas. J'ai cru que quand j'étais là, je pouvais m'approcher un peu pour dire, mais comment c'est? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis à 100 mètres de la première vitre. À 100 mètres, je vous assure. Et j'ai dit, mais ces gens, ils savent comment conserver. Nous devions le faire. Ce n'est pas une affaire de 200 ans, non. C'est des milliers d'années qu'il faut conserver cela. Je n'ai pas à penser un instant que ça va disparaître un jour. Ah non. D'accord. Mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants doivent jouir de ça.
pour dire « Ah, mais mon Dieu, ces biens-là sont revenus un jour, nos parents n'y croyaient pas, nous sommes venus voir, ils ont fait un bon travail. » Et c'est en cela qu'il faut féliciter franchement le président Talon. Absolument. Et toute son équipe qui ont travaillé sur ça. Moi, je n'y ai pas cru, je vous assure. Il a fallu que je voie ça pour dire maintenant c'est vrai. Ah, vous êtes devenu cet homme il faut voir. Pour plaisanter. Ah oui, parce que je ne savais pas que les Français allaient facilement accepter. Monsieur Agbidiroukou, on vous aura compris. Monsieur Alapini, il y a un des intervenants dans la Vox Pop de Fulgence Aoutondi qui a soulevé un aspect qui nous intéresse également sur ce plateau. Il dit, mais on a dépensé des milliards pour faire venir ces œuvres. Il pose alors le problème de la rentabilité. Comment ça va se passer? Non, quand on parle de la rentabilité, vous savez, il y a que les gens vont voir tout de suite la rentabilité économique. Ils vont voir la rentabilité économique, c'est-à-dire que tous ces... Moi, je ne sais pas combien ils ont investi. On ne sait pas si ça fait le milliard, ça fait 10 milliards, on ne sait pas. De toutes les façons, le gouvernement saura peut-être communiquer dessus au mois aux portes. Mais ce qui est sûr, on a dépensé. La rentabilité économique, ce ne serait pas pour sur 1-2 jours, ce serait sur le long terme. Tout à fait. Ce serait sur le long terme. Et si ça doit être sur le long terme, c'est que tout à l'heure, M. Agbidiroukou a dit qu'il y avait 2 vitres qui séparaient les objets du visiteur, etc. Ce ne serait pas que ça. Il va falloir que on puisse mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour que le travail qui doit être fait soit fait en temps réel et avec les règles de l'art. Et du coup, est-ce que nos musées, quand on va à Ouida, est-ce que ceux qui étaient là, ce seraient toujours les mêmes personnes avec les mêmes habitudes qui vont les garder quand les objets quitteront la présidence pour Ouida? Est-ce que le président dit qu'il y a des gens qui sont en formation? Mais oui, ils sont en formation. Mais est-ce qu'ils se sont départis de la mentalité qui est que maintenant je suis là, sans moi rien ne peut se faire? C'est-à-dire qu'on fait vraiment les choses parce que on doit les faire. Comme on veut, quoi. Comme on veut. Avec de la nonchalance et de la négligence à la limite. À la limite. Du coup, c'est que on va investir autant, mais on n'aura pas le temps de récupérer avant que les objets ne deviennent désuets, inexploitables. D'accord. Donc, du point de vue de la rentabilité économique, voilà ce que ça peut être. Alors, du point de vue de la rentabilité culturelle, vous savez, le seul fait qu'on dira à un petit enfant aujourd'hui, qui voit aujourd'hui qu'on dit que c'est le trône de Dada Glé. Glé est là, voilà, il est le père du père du père du père d'eux. Et qu'on lui dira que sur ce trône-là, voici ce que ça faisait. Quand il va voir ce trône, c'est tout un engouement, c'est tout un respect qu'il retrouvera. Vous voyez, quand il y a eu très sec. Quand M. Agbidiroukou parle, moi je n'ai pas pris. C'est quand je l'ai vu parler maintenant que je vois que, en fait, comme disait le président Talon, moi je ne voyais pas ça comme ça. Moi je suis de Ouida, mais j'ai mes choses. Et du coup, quand on commencera par parler de ma culture, mais ma réaction serait autre chose. L'appropriation va revenir. Autre chose. Donc du coup, vous voyez, il y a une rentabilité économique, une rentabilité sociale, culturelle, qu'on peut évaluer. D'accord. Nous avons les 4e acteurs de cette émission, sinon les 5e. Ce sont nos internautes, la famille WhatsApp de cette émission. Nous avons le tout premier message qui nous vient de Mamita Bouriana Dagia, qui justement parle de la rentabilité. Elle dit qu'il y aura une rentabilité à travers l'amour. À travers la culture de l'amour, de la patrie, pour des visites organisées à coût réduit, pour permettre aux populations locales d'aller voir les richesses de notre patrimoine. C'est prolonger tout un chacun dans l'histoire de notre pays d'Anhomé. La lutte continue pour la restitution des autres œuvres, car il n'est pas écrit que tout se fera du temps de la rupture. C'est un début, d'autres poursuivront cette quête-là. Et nous avons un message de M. Jacques Dossuevo qui dit ceci: pour ma part, les Blancs ne font rien sans rien. Ils ont juste sorti de leur patrimoine culturel ce que les visiteurs regardent le moins. Et donc, je ne pense pas que cela soit rentable pour le Bénin. Et le docteur Romuald Boton qui dit ceci: c'est à l'État de valoriser ces trésors royaux. Beaucoup de Béninois aiment visiter les lieux touristiques, donc c'est d'abord trouver un bon site, puis susciter
un engouement autour des 10 objets pour que la jeune génération comprenne l'histoire de notre pays et en puise la source originale pour un avenir radieux. Et M. Jacques de Soueveau, qui semble ne pas être d'accord et qui revient à la charge, qui dit « Je ne suis pas trop d'avis. Sinon, les seules occasions que les Béninois vont visiter les musées, c'est quand ils vont à un enterrement dans la zone où se trouvent ces musées. Je pense que c'est surtout les étrangers qui vont faire l'affaire. » Et le dernier message nous vient de Mme Naya Lawson qui dit « Est-ce que la population sait en réalité de quoi il est même question? Dans le lot de ceux qui jacassent, il y en a qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Trop de bruit pour rien, estime-t-elle. » Allez, c'était là les quelques messages reçus de nos amis internautes et nous revenons sur ce plateau. Et M. Constant Agbedinoukou, le temps, je ne vous l'apprends pas, c'est l'autre élément très rare en médias. Nous tendons vers la fin de ce débat. Si vous devriez donner des conseils et faire des suggestions, qu'est-ce que vous diriez? Premièrement, que nous soyons tous concernés. On ne perd pas notre temps en faisant du bruit, comme quelqu'un l'a dit. Non, pas du tout. Nous faisons du bruit pour que chacun sache que c'est important pour notre pays, que nous devons nous réapproprier notre mémoire, notre culture, et que nous devons apprendre, comme M. Alakwin l'a dit, à commencer par visiter nos sites, nos lieux de mémoire. C'est important de les connaître. Et aussi d'organiser nos séjours, nos vacances, nos temps de loisirs, le temps libre pour découvrir ces trésors royaux. Et le gouvernement a une charge importante, oui, c'est de travailler sur la communication. C'est de travailler pour que même à l'étranger, les gens sachent que ces trésors sont arrivés et qu'ils doivent venir les découvrir aussi. Donc nous avons beaucoup à faire. Et c'est tout le monde qui devait rentrer dans la danse pour valoriser ce trésor. Je pense que nous allons prendre le chef de l'État, Patrice Talon, lui-même au mot, qui a fixé le 15 janvier comme date où les Béninois pourront venir dans leur maison, comme il a dit, parlant de la présidence de la République, pour visiter ces objets-là. Ce sera fait. Et pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, nous on ira et puis on viendra vous rendre compte. Mais en attendant, M. Alapény, si vous devriez conclure ce débat, que diriez-vous? Ah oui, conclure ce débat, je dirais que c'est une fierté d'être béninois aujourd'hui et d'entendre et voir que des trésors royaux capturés, je dis capturés, je ne dirais pas volés, capturés après une série de batailles et transportés vers d'autres cieux, soient revenus sur le territoire national et qu'on ait la chance de pouvoir les visiter, les voir de visu, c'est une fierté. Et chaque Béninois devrait être heureux de vivre ces moments-là. Mais j'ai quelque chose à dire. Je voudrais suggérer que les pouvoirs publics, ceux qui ont la charge de promouvoir le développement du tourisme, puissent mettre en place une politique rigoureuse qui puisse conduire les Béninois à s'approprier, à adopter la culture touristique. Mais je ne finirai pas sans dire un mot par rapport à ceux qui pensent, ça va ouvrir certainement un débat, mais je le dirai quand même, ceux qui pensent qu'il faudrait que ça soit à un coût accessible à tout le monde. Pour ne pas dire dérisoire. Je pense que à ce prix, ce ne serait pas bien. Ce ne serait pas bien. Parce que ce n'est pas des prix qu'on va fixer à la tête des gens. On peut fixer des prix qui permettent qu'on puisse mener des politiques. Vous voyez, quand vous prenez Air France, on ne va pas faire de la publicité, avec une compagnie. Quand vous prenez des compagnies de voyage, par exemple, vous voyez, il y a des temps forts, des temps morts, des temps de... C'est ça. On fera des prix en fonction des saisons. On peut faire ça pour dire que bon, c'est à tel prix, la visite, mais quand vous êtes à tel nombre, on vous ramène complètement au prix d'un seul. Merci, M. Alapény. Le temps est complètement contre nous. Si vous devriez dire un dernier mot sur ce sujet, quel sera votre mot? Tout simplement, ce soit à l'invisible qui a permis de recevoir
nos concentrés d'énergie. Et je nous demande de ne pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont. Lorsque nos amis reçoivent les reliques et disent que c'est pour le bien du pays, et on fait la procédure qu'il faut, ils se déplacent partout pour le faire. Et nous aussi, nous devons purifier et resacraliser nos centres d'énergie. Nous devons le faire, mais pas tout de suite. En son temps, on va le faire pour que tout le peuple béninois en profite et que nous commencions par être fiers de nous-mêmes. Voilà, c'est ce que je dis à chacun. Merci Onogan Aïnarin, merci chers invités sur ce plateau. Merci d'avoir été là, mesdames, messieurs. Je pense que le débat continue chez vous, mais une chose est sûre et certaine, ces biens sont des biens culturels, des objets qui nous rappellent notre mémoire à nous tous d'un passé assez glorieux, car ces trônes que nous voyons, ces statues que nous voyons ne sont pas fabriqués dans des machines, mais fabriqués avec des mains d'hommes. Ça veut dire, à cette époque-là, le peuple dahomeyien, le peuple africain avait déjà son ingénierie et son esprit de créativité, de création, contrairement à ce qui a été enseigné dans les écoles jusque-là. Le nouveau jour se lève sur l'Afrique, un nouveau jour se lève sur le Bénin. Votre émission se poursuit. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de... Sur l'espace pour un verre de café matinal et nous allons justement embrancher l'arbre qui nous emmène dans la connaissance de notre peuple. Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons dans Us et Coutumes avoir quelques connaissances sur l'importance des jumeaux chez nos parents, les Yoruba. Les Yoruba venaient les jumeaux dans tout le monde entier. C'est les Yoruba qui font plus de jumeaux. Et il y a une fête qui a lieu tous les ans à Abeokuta, dans l'état d'Ogun, Ogun State. Tout jumeau à partir de 2 ans, et même les jumeaux de 70 à 20 ans font des uniformes. Ils se réunissent, les journalistes viennent, la télévision, ils font à manger, ils dansent. Et tous les journalistes près du monde entier vont assister à cet événement formidable. C'est très important chez les Yoruba, ils tiennent à leur prénom. Ils tiennent à leur prénom. Et moi, je suis d'accord. Les jumeaux ont des noms spéciaux chez les Yoruba. Le premier qui sort de la vente de la mer s'appelle Taïwo. Le second qui sort, Kenyide. C'est très important chez les Yoruba. La plupart des jumeaux que je connais, leurs parents sont musulmans. Ils ont oublié ces coutumes-là. Ils ont oublié. Il y en a même qui ne donnent même pas des noms comme Taïwo, Taïé, Kenyide, non. Ils disent Hassan et Oseni. Hassan, non. Ce qui ne veut rien, c'est arabe ça. Il faut que les gens comprennent. Je n'ai rien contre l'islam, ni contre le christianisme,
Mais le fond doit rester fond. Le goût doit rester goût. Le bariba, bariba. Le yoruba, yoruba. Le choc des cultures à travers la rencontre des civilisations et principalement des religions nous amène parfois à oublier notre identité culturelle et notre personne ressource en parlait justement avec l'importance des jumeaux en pays Yoruba. Oui, c'est vrai, avec le temps, la religion, bon, on ne taille plus tellement d'importance aux noms spécifiques qu'il faut donner aux jumeaux, mais il faut revenir à notre culture. Je le dis souvent, en prendre tout ce qui est bien, beau et super et les appliquer et laisser de côté, mais alors complètement, ce qui semble nocif. Et sur ce plateau, dans cette émission, il n'y a rien de nocif justement, puisque chaque nom revêt un caractère et une force de personnalité et nous allons le découvrir dans le prénom africain de ce matin. Djankokui. Tous ceux qui sont à Dja connaissent cette plante. C'est une plante thérapeutique. C'est un légume qu'on mange. Si on prépare son maïs, tu manges, tu vas encore revenir manger. C'est tellement doux. Le jour où j'étais né là, je suis né au champ. Et ma maman, c'est l'herbe qu'elle a mise sur moi. Et il rentrait de la maison, du champ vers la maison, et il a plu sur la voie. La plante m'a protégé, de telle manière que l'eau ne m'a pas mouillé, mais était allée sous moi. Et arrivé là-bas, il y a un vieux qui a quitté Péclémé, qui est arrivé chez mon papa. Lui, il voit et dit, mais écoutez, la personne qui est née doit être Djankokui. Voilà là où mon nom est Djankokui. Mais de mon enfance, si on m'appelle le nom Djankokui, là, ça ne sonne pas bien. Et c'est toujours la bagarre. Si quelqu'un ne m'appelle pas ce nom, c'est les coups de poing. À l'école, j'ai tout fait pour ne pas avoir Djankokui dedans. Parce que c'est le nom d'une plante et on va donner un nom. Sans savoir que je serai moi-même plante debout. Sans savoir que je vais adorer même quelque part les plantes. Je vais aimer les plantes. Et je vais promouvoir ce que Dieu a mis dans les plantes. Dans mes recherches, moi je suis allé voir que Djankokui soigne la tension. Djankokui, les légumes de Djankokui, si on prépare, ça déstresse. Ça soigne la dépression. J'ai dit, ah, donc la plante l'a fait du bien à la population. Mais voilà comment j'ai refusé le nom. Et ça ne figure nulle part sur mon acte de naissance. C'est arrivé à la maison, mon papa donnait la signification du nom Djankokui. Et il disait que le monsieur qui disait que moi je serais Djankokui là, en ce moment, lui, il avait un pseudonyme qui s'appelle Djankokui. Et si tu l'appelles Djankokui, il te dit, tu ne peux jamais me faire quelque chose. Tu passes dans moi, je t'attrape. Effectivement, dans la saison sèche où la plante est en train de souffrir, si tu passes dans Djankokui, tu seras obligé de t'arrêter, enlever les particules de Djankokui, un sur ton pantalon. Sinon, ça va te démanger. Et tu ne seras pas bien. Donc, le fait que c'est au moment où lui souffre, c'est au moment où il est en train de mourir, c'est au moment où il ne se sent pas bien, que toi tu veux le créer le problème, il t'attrape. Et il met confusion dans ta tête. Et finalement, tu dois te débarrasser de lui pour partir. Il dit, ainsi sera ta vie. C'est la signification que mon papa a donnée d'écouter. Ce nom me convient. Et oui,
un nom renferme toute la personnalité de l'enfant et le suit jusqu'à l'âge adulte. C'était là le docteur Raphaël Tchidimé. Il est de l'ère culturelle Adja. Nous étions donc chez nos parents, les Adja. Allez, mesdames, messieurs, après le prénom africain, chose promise, chose due, il est déjà sur ce plateau. Vous savez, hein, nous recevons, c'est notre façon de donner un coup de pouce à la promotion de ce que font nos artistes au pays. L'homme s'appelle Gopal Das. C'est vrai, vous l'avez connu à travers le clip Maman Demi Dogo, celle qui parle tout le temps. Mais en 2020, l'homme a frappé très fort et tous les Béninois, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, ont aimé cette prestation. C'est avec justement cette prestation, mesdames et messieurs, que nous allons l'installer. Voici Gopal Das dans le titre Koutono. Adidima lekbe Gopal Das. Weko minando tum sasi besume. Mi po min romla votum daro ainole. Votum avle kete jonke fie mile minon doit sa me pete. Et au coup ton we mi wa mi jale bodube. Pour les connus m'embasser, mais les tombeaux à blanc de bacha kede. Et là, dans ton pari, à quoi ouais, mino a tinto filé. Oh, nous, si ça, ni sawa. Et là, à moi, quoi, ana y batte, toi y batte. Gavi, topin. Bah, fille de Josette, tu es un non, to fille de Josette. Donc, quoi, qu'on a bateau, toi, qu'on bateau, non, oui, n'a qu'y to oui, et là, nous sommes gameton et torrente, topé gameton. Ni atina nous comptons bête, mais nous viens à la legba, bonnet sous, to carrefour legba. Boken tot les possibles, et voilà, guette là, on a guette tout, on a guette. Bon, l'ilien, toi, les namou, body à to chéri coton. Mirati Santa, que nous connaissons, voyez ton adjeto, toi, adjeto. Mi dodo et non mi me sentrita. Rani choko ba mi ton Adignon Jacques Keke. Dena iko eton Cartier Jacques. Mi dodo et non mi me Sainte-Cécile. Rani dona 16 ans pour l'éton nous contour. Rani clénion bon la me sisieton. Laurent Asuka Jacob de to souvita. Non mi limo. Tawe de to feme. Boto mingo se. Toi le pré Roncantin sous viveton. Yen no yolo étoile rouge. Na koube roumile, mina yi doa kon, doa kontikon, bore yi damron, to fifa diton. Ni komi to na douso, kaka so je zogo, mati ali fin kwa son bono me le polo poli no ten tome, to me no ten. Ero, agbero kwere dro mene ni luto kwe dro mene, ne mon se veto kono ni klen son veto ko, bo yi gwenye. Ni do coronavirus do mone, ni do corona, aklawente. Wow. Yera mini tombo to mi tombo, mini sebo to mi sebo. Yera waka jeun to ka jeun. Na mini no akun kesin le kokotie tonto revive. Choba be no le ye cho gari mi tonto bo kwa na game ni no lo, boy tonto akpa. Okuton we mi wa, mi chale bodube. Mi chale bodube. Be blue pour les mains, Aditi Molekbe, Gopal Das. Aïe, yeah. Et oui, vous l'avez
l'avez compris, hein, on dirait même c'est l'Aude à Cotonou et ce n'est pas Luc Atropo qui dira le contraire. Gopal Das, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça pas longtemps. Ça commence. L'émission est en français. Même si on doit faire quelques incursions avec nos langues nationales, on verra. Hein? Mais Gopal Das, qui est Gopal Das en réalité? C'est quoi le vrai nom? Le vrai nom, c'est Indra Das comme prénom et c'est Bakhtar Nounayon comme nom de famille. Je suis de la famille Ouessou, à la base, de Ekpe commun. Je suis descendant de la lignée des griots rois à Ekpe. Voilà. Donc, on comprend donc que vous soyez un maître de la parole. Alors, Gopal Das, on vient d'écouter Cotonou avant de revenir sur les autres titres, mais qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre qui carrément montre un peu, sinon dépeint la géographie de la ville. Et même la toponymie des noms de nos quartiers. On a prétendu que nos ancêtres sont des barbares, que nos ancêtres sont dépourvus de connaissances d'écriture. Or, quand tu regardes et quand tu écoutes Cotonou, tu te rends compte que nos ancêtres sont des savants. C'est des personnes qui ne donnent pas un nom à quelque chose de façon hasardeuse. C'est-à-dire que l'ancêtre, déjà comme tout à l'heure sur l'émission, j'ai vu les prénoms, les roros, vous voyez, tout est symbolique chez nous. Et quand on te donne un proverbe, quelle que soit dans la langue dans laquelle on peut prononcer ce proverbe, il y a des images, on vous fait voir un clip, un film. Et ça fait parler l'intelligence et ça apaise le mental. On ne peut pas avoir tout ça et dire que nous n'avons pas du savoir, nous n'avons pas des trésors. C'est à la limite absurde. Absurde. Et donc, je dirais même supercherie. Et donc Cotonou apparaît comme ça. Hein. Est-ce que les autres villes ne seront pas jalouses Absolument pas. Justement, si on était dans un pays normal, des personnes m'auraient déjà confié la tâche parce que Cotonou, ça a été complètement sur mes fonds, mes recherches à moi-même, et pour avoir des livres, des documents qui documentent, qui apportent des informations. Donc, on espère que si on était dans un très bon pays, des personnes auraient fait appel pour Robonou, fait appel pour Dassa, Zoumé. Mais bon, notre pays reste notre pays. Il fait bon vivre. Nous l'aimons comme il est. Mais Gopal Das, à l'origine, vous n'étiez pas artiste. Je ne vends aucun secret en disant que vous êtes pratiquement un confrère. Si. C'est vrai que je suis technicien en audiovisuel. Je fais du montage et du cadrage vidéo. Et justement, j'ai fait mon stage ici à l'ERTB, je ne le cache pas. Tout à fait. Et c'est justement parce que c'est la fibre artistique qui m'a amené vers ça. Je voulais comprendre comment on réalise un clip vidéo, comment on habille une image. J'ai l'habitude de dire que les monteurs sont des artistes. Absolument, ce sont des artistes parce qu'ils ont le troisième œil. Au-delà du cadreur qui vient enregistrer, le monteur, lui, il est le seul qui va réorganiser tout ce que vous avez fait et en donner une visibilité et un impact artistique plus grand. Et donc c'est ce qui m'a poussé à le faire. Après j'ai fait aussi une licence en management culturel et donc je suis complètement culture. C'est ça. Et parlant justement de culture, vous dépeignez dans vos titres souvent les faits de société. C'est vrai que tous les artistes le font, mais vous avez cette manière de le faire avec de l'humour et des messages, parfois des sous-entendus. Je n'irai pas jusqu'à parler de messages subliminaux, mais quand on regarde le clip Maman Demidogo par exemple, où vous parlez de ceux qui se mêlent de tout et de rien, et après vous faites une incursion dans le monde de la dépigmentation, des grossesses précoces, la dépigmentation, l'arnaque sur le nec et tout. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez à agencer tout ceci, à aborder tout cet univers-là à la fois? Je peux vous dire simplement qu'il faut savoir maîtriser la parole. La parole est au commencement de la vie, la parole est à la fin de la vie. Quand on maîtrise la parole et qu'on sait que la parole est une parole agissante, on l'utilise de façon, je vais dire, de façon divine. Dans notre culture, on ne dit rien sans rire. Même pour vous taquiner, on fait de l'humour. Absolument. Même pour éveiller votre conscience, on fait de l'humour. Alors, moi, je ne veux ressembler à personne d'autre à part mes ancêtres. Parce que mes ancêtres sont des savants. Ils nous ont montré comment est-ce qu'on prend la parole. En Afrique, le jeune ne prend pas la parole tant que l'aîné ne lui donne pas la parole. Absolument. Et quand tu prends la parole, il faut te souvenir qu'à la fin de ta parole, tu dois la partager. Et donc, notre mode de vie est déjà une école en elle-même. Et donc, on doit observer les choses
du regard culturel et du regard artistique. Et donc, quand tu ne maîtrises pas la parole, et pour maîtriser la parole, c'est des exercices, c'est du travail, c'est de la documentation, et arriver maintenant à agencer tout cela. C'est pour ça que j'ai créé le SACIB, la parole agissante. Justement, le SACIB, ce concept que quelqu'un a qualifié de bogbé, quel est... Si, c'est du bogbé à la base, mais c'est du bogbé désacralisé. Parce que quand vous lisez le mot SACIB à l'envers, c'est Bessissa. C'est pour ne pas dire Bessissa que j'ai dit SACIB. Bessissa, que nous pouvons traduire à nos amis internautes comme la parole incantatoire, c'est ça. Est-ce que vous versez dans du vaudou, c'est ça ou quoi? Je ne peux m'empêcher de verser dans du vaudou parce que le vaudou, c'est d'abord un mode de vie. Respecter la nature, respecter ceux qui vivent dans la nature et donc respecter l'œuvre de Dieu. Et je ne m'arrête qu'à cela. Et donc la parole que l'on utilise, quand on dit parole incantatoire, quand on allie à cette parole certains éléments, cette parole-là devient une parole qui agit. Et donc, si je dis SACIB, c'est pour dire que cette parole aussi, on peut l'utiliser pour enseigner, pour éveiller l'esprit. C'est vrai que vous n'abordez pas que les phénomènes déviants de la société, vous parlez aussi de l'amour. C'est vrai, on n'a pas le temps de jouer ce clip où vous sollicitiez l'amour, je dirais même un peu plus fort que ça, de la jeune dame. Que représente l'amour pour vous, l'amour entre un homme et une femme? L'amour, c'est la vie. Entre l'homme et une femme, c'est ce qu'on peut partager. En fait, je vais dire, c'est le partage. Le partage veut dire que vous êtes prêt à donner et que l'autre aussi est prêt à recevoir. Et celui qui reçoit, c'est-à-dire que cette personne a déjà partagé beaucoup de choses avec vous. Et donc, entre l'homme et la femme, ce qui nous élève et montre toute la divinité qui est en nous, c'est quand l'amour nous habite, alimente notre cœur. Nous sommes au-dessus de tout ce qui est matériel. Tout simplement. Alors, Gopal Das, on va revenir sur ce plateau avant, mais je voudrais filer aux téléspectateurs que vous n'êtes pas seulement un artiste qui se contente de rester dans les quatre coins du Bénin et de rester dans les siens. Vous allez au-delà des frontières et vous embrassez carrément la politique. Mesdames, Messieurs, c'est à travers cette collaboration avec l'homme qui se nomme Caporal Wisdom. Yeah. Manière crue, est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour nouveau, un bon jour va finalement se lever sur l'Afrique? Si nous, comme l'a dit le président Patrice Talon récemment, il nous faut de l'espoir. Si nous cessons d'espérer, la vie se serait arrêtée dès le moment où on aurait commencé par être habité par un sentiment pareil. Et nous avons l'espoir que notre Afrique soit un seul pays. Un pays où, vous voyez ce qui s'est passé récemment en Guinée là, vous voyez, c'est ce qui dépeint, c'est ce qu'on dépeint dans cette chanson en fait. Nous devons être un peuple avec différentes langues, un peuple avec une même monnaie, un peuple où on peut circuler de gauche à droite, du nord vers le sud. Mais est-ce que les présidents africains sont prêts pour la chose? Les présidents sont prêts, mais il y a beaucoup de choses qui sont comme des contraintes qui empêchent pour l'instant ces pays de pouvoir s'ouvrir à ce village d'Afrique. Vous voyez? Parce qu'il y a le Nigeria qui va défendre son territoire et c'est bien et tout. Voilà. Et, cela était déjà fait. Juste après l'indépendance, des États s'étaient mis ensemble. On avait réparti les choses. On a dit tel pays, telle zone allait représenter tel gésier pour les autres. Ouais. Mais tant que les artistes n'en parleront pas, tant que vous, journalistes, vous n'en parlerez pas, les choses ne vont pas bouger. Absolument. Parce qu'il faut bouger les choses. Rien n'a été obtenu comme ça. Kérékou disait, osons lutter, osons vaincre. Et justement, si lui, il est le caporal Wisdom, est-ce que vous êtes le lieutenant? Non, Caporal Wisdom, ouais. La chanson a été faite par Caporal Wisdom en featuring avec moi et Balise Premier du Burkina Faso. Mais l'idée, Caporal, lui, il est en featuring avec le Saint-Esprit. C'est ça. C'est-à-dire, c'est un caporal du Saint-Esprit. Et pas du tout de l'armée. Et je fais un coucou au sergent Marcus. Sergent Marcus que nous allons recevoir très, très, très bientôt avec sur ce plateau. Gopal Das, le temps nous presse. Si vous devriez, en tant qu'acteur visible et actif de la culture béninoise, porter un message au ministre Jean-Michel Abimbola, qu'est-ce que vous allez lui dire ce matin? Je vais juste dire au ministre Abimbola
que la culture, certes, c'est un gésier qui permet à chaque pays de pouvoir, à travers son tourisme et tout ce qu'il a comme art, de pouvoir donner de la visibilité à un pays. Mais ce sont les hommes de culture, surtout les artistes qui font un travail authentique, qu'il faut mettre au service de cette politique culturelle. Je vais finir par ma parole agissante en lui disant « Aïrato Venitote ». Et parlant d'ingratitude, on va faire un silence télé, pour ne pas dire silence radio, et vous laissez quelques secondes nous improviser comme ça un pan de Sassigbe. Yero nous sous-tinto quand domaine nous mitons la même dans derrière mille que de yoyo de votons na do gbenu ne tinto me role de bayon lo gbesi sa no vie gopal takam de son yoyo sa si be ndo iya de man do aduto me maso gang ba kalaba afo pon de pepe mo do kulu kati ko pon do gweta o video men gon do anniversaire we ya ena kolo ganu fata no to gang a galeto me no do manga me mo te maga. Il en a tardé, doit oui, moi j'ai déjà dépassé cette étape-là. Je vois un yaondo pour mes cancans aussi, mais ça veut dire rien n'est là. Forcément, on garde vélo quand on gardien son trêve ton ya. Ni do gali biso simero maçon pour étudiant pour du baba. Agbe gibo ikana bro pali we un carton, il me sien tamero pompier dans station. Il me plaît attends sous le numéro ro mais ce gando wa gbero zemi tiano. Aïe rato enito. Allez, Gopal, merci. Merci d'avoir pris par ici ce matin. Les portes de la télévision restent ouvertes. Merci à vous. Chez vous, venez quand vous voulez. Nous allons avoir le plaisir de vous accueillir. Et j'ai l'immense honneur de vous dire que ce plateau est très beau. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, mesdames, messieurs, on va se dire un petit au revoir avec la chanson justement où Gopal Das parle de Maman Kpakpato. C'est d'ailleurs notre clip de ce jour. Est-ce que Sambieni ne vous a pas fait des histoires quand vous l'avez qualifié de Kpakpato? Absolument pas, parce qu'elle a déjà le personnage. On l'appelle déjà Sambieni, elle bavade beaucoup. Et c'est justement pour ça, comme c'est ma maman préférée, elle a voulu aider son fils. Allez, mesdames, messieurs, voici Maman Midogo et on va se dire à très bientôt.